Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour aborder un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui n'est pas très souvent abordé parce que pendant que je préparais cette vidéo, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé très peu de contenu là-dessus. J'ai trouvé quelques vidéos en anglais qui étaient plutôt vieilles, qui avaient 5-7 ans, mais très peu de contenu là-dessus, donc je me suis dit que c'était encore plus important de créer cette vidéo pour partager ça avec vous. Aujourd'hui, on va parler des amitiés à distance, parce que si vous êtes comme moi à l'étranger, ou si vous êtes en train de préparer un déménagement à l'étranger, c'est quelque chose qui va vous arriver, vous allez vous éloigner des gens avec qui vous étiez proches physiquement avant, vous allez vous retrouver sur différents fuseaux horaires, vous allez vous retrouver à des milliers de kilomètres les uns des autres. Donc comment on vit ça, comment on s'adapte, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog où je partage des informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par une immigration comme moi ou que vous ayez envie de nous rendre visite en vacances. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie en français à Toronto. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est vrai que parler de l'aspect social d'une immigration, pour moi, c'est assez important. J'en parlais dans la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines pour vous, où je parlais justement des plus gros défis que j'avais eus en partant vivre à l'étranger. Et l'amitié, que ce soit ici ou dans mon pays d'origine, c'est quelque chose qui a été plutôt difficile pour moi. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, je vous la mets dans la barre de description, si ça vous intéresse pour aller la voir. Après, je parle pas seulement de ça, je parle de toutes les difficultés que j'ai pu avoir sur toutes ces années au Canada. Et c'est vrai que l'aspect vie sociale est souvent peu mentionné et je trouve que c'est important d'en parler pour se préparer mais aussi pour dédramatiser et voir que en fait ce qui nous arrive à nous, ça arrive à d'autres personnes et donc de nous faire sentir un petit peu moins seuls parce que c'est vrai qu'il y a aussi une grosse partie de la vie à l'étranger qui se passe seule quand on déménage par exemple comme moi toute seule. Je sais qu'on est nombreux à le faire toutes les années, hein, que ce soit au Canada ou ailleurs et qu'on peut rapidement se sentir isolé. Donc voilà, je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, on est plusieurs dans cette situation-là. Quand on décide de partir à l'étranger, c'est un projet qui nous prend aux tripes, c'est un projet qui change notre quotidien, c'est un projet qui nous obsède souvent et c'est vrai que on peut facilement, en tout cas ça a été mon cas, se concentrer tellement sur ce point-là qu'on en oublie un petit peu ce qui se passe autour et surtout les gens qu'on laisse derrière qui peuvent avoir ce sentiment pas d'être abandonnés, mais en tout cas de nous voir très excités par un projet qui va nous éloigner d'eux. Et alors même si ça n'a rien à voir avec eux et que la décision qu'on a prise c'est pas pour les fuir ou pour se retrouver le plus loin possible d'eux, il y a un sentiment de cette personne que j'ai toujours eu à côté de moi, cette personne avec qui je suis tous les week-ends, cette personne avec qui j'aime passer du bon temps et que j'aime avoir proche de moi. Et comment on va vivre ça? Comment on va s'adapter? Est-ce qu'on va rester amis? C'est vrai qu'il y a plein de questions. Et quand on est à la place de la personne qui s'en va, moi, ce genre de choses, je les ai pas du tout, mais du tout prises en considération. Je me suis pas dit que mes amis me voyaient partir et que ça leur enlevait une partie de leur quotidien, parce que quand on a l'habitude de voir quelqu'un tout le temps, quand cette personne part, ça fait un vide. Et je pense que j'ai commencé à le comprendre quand j'ai été ici et que j'ai vu des personnes partir. Et que je me suis dit, ah oui, en fait, ça fait vraiment mal au cœur, même si on est super content pour eux, on perd quand même quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir au quotidien, avec qui on aimait passer du bon temps. Et donc c'est difficile. C'est difficile et on réagit tous différemment. On a tous une relation à l'abandon qui est différente. C'est pas quelque chose qui devrait nous freiner, évidemment. Mais on peut mettre en place des choses qui font que chacun se sent mieux, ou en tout cas se sent entendu, et que on se retrouve dans une situation où on communique et on se braque pas chacun dans sa position à se dire de toute façon elle ou il est parti donc c'est terminé, et ou à se dire la personne est restée, c'est mon ancienne vie, je veux plus en entendre parler. Ce qui est compliqué quand on part, c'est que on se retrouve dans un environnement qu'on ne connaît pas, à devoir construire une nouvelle vie, donc rencontrer une nouvelle personne, trouver un logement, trouver un boulot, apprendre la langue, comprendre les codes sociaux. Il y a énormément de choses et on peut rapidement se sentir pas sous l'eau, mais en tout cas
pas avoir assez d'énergie pour gérer la construction de la nouvelle vie et maintenir les relations qu'on avait dans notre ancienne vie, parce que c'est pas notre ancienne vie, enfin je vais différencier nouvelle vie et ancienne vie pour que ce soit plus simple, mais je suis pas sûre que ancienne vie ce soit le bon terme. En tout cas, la vie comme on la connaissait avant d'immigrer dans un autre pays, parce que là je parle pour mon expérience au Canada, mais en fait c'est le cas pour n'importe quel départ, ça peut s'appliquer pour n'importe quel pays, du moment où vous n'êtes plus physiquement à proximité comme vous avez pu l'être et comme vous l'étiez quand vous avez construit cette relation. Dans tous les cas, ces changements-là, n'importe où que vous allez y faire face. Et un autre aspect, c'est que non seulement vous n'êtes plus physiquement dans la même ville, mais ça, c'est vrai que ça peut arriver quand les copains, les copines partent faire leurs études, donc on peut se retrouver avec certains qui sont à Paris, qui sont à Montpellier, qui sont à Lyon. Moi, j'étais restée en Ardèche, donc ça, je l'ai vécu, mais comme à ce moment-là, c'est encore des étudiants, c'est des personnes qui rentraient régulièrement voir leur famille. Donc il y avait toujours ce lien quand même, en rentrant tous les week-ends, ou un week-end sur deux, un week-end par mois. Donc il y avait ce roulement quand même qui était un petit peu différent. Mais là, on se retrouve sur des fuseaux horaires complètement différents, avec des cultures complètement différentes. Moi, par exemple, il y a plein de trucs en France que je comprends pas. Quand en novembre, on y était, et on a mangé donc avec une de mes amies que je connais depuis bien avant de partir au Canada, et avec mon frère, avec un de ses potes. Et en fait, il parlait de choses où j'étais complètement déconnectée. Je comprenais rien alors que c'est mon pays, hein, mais j'avais plus les références culturelles. Donc, vous savez, je vous parlais des références culturelles il y a 2 semaines en vous disant que ici ça avait été un défi, mais en fait, je suis en train d'y penser en vous faisant cette vidéo. C'est aussi un défi. Quand je suis en France, et même au niveau des musiques, on est allé danser dans un bar. Alors autant Monsieur Chaton, lui, il pouvait chanter toutes les chansons en anglais et ils étaient genre en admiration en disant mais tu comprends tous les mots? Oui, c'est sa langue, lui il comprend tous les mots, il peut chanter à tue-tête, il n'y a pas de problème. Et il adore ça la musique en plus. Autant il y avait des chansons même françaises où j'étais incapable je connaissais rien en fait. Donc c'est vrai que ça peut, c'est pas seulement la distance physique, mais c'est la distance aussi du quotidien qui ne se ressemble plus du tout. Et c'est vrai qu'une relation à distance demande beaucoup plus de travail qu'une relation où vous êtes physiquement à proximité. Et c'est vrai que quand on est débordé par les émotions, qu'on est débordé par tous les changements, qu'on est débordé par cette nouvelle vie, et qu'on a, voilà, notre espace de stockage, il est plein. C'est vrai que naturellement, parfois choisir la facilité avec les gens qu'on a autour de nous, mais ça ne veut pas dire que les relations à distance ou les relations qu'on avait avant, elles ont moins de valeur. C'est juste qu'on a un moment de notre vie où on a un trop plein d'informations, un trop plein de demandes, un trop plein de tout, et que on n'arrive pas en fait à être sur tous les fronts. Et c'est normal, c'est normal. C'est normal, mais ça veut pas dire que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on a l'impression de se sentir coincé, ou de ne pas être une bonne amie, ou de pas être à la hauteur de ce qu'on s'était promis, par exemple, en partant, en disant promis, on va s'appeler tout le temps, tout ça. C'est une période de votre vie, et ça veut pas dire que ça sera toujours comme ça, mais c'est aussi humain, d'un moment donné, de pas être capable de tout faire. On ne peut pas être à 100% partout, tout le temps. C'est juste pas possible, c'est très ambitieux. Il faut accepter qu'à des moments, ça va être plus dans le creux de la vague plutôt qu'au top comme ça a pu l'être. Et cette vague est un peu carrée, hein. Je vais pas faire la vague aujourd'hui. Mais en fait, c'est complètement... c'est humain, et on est tous humains, donc ce que je voulais vous dire, et c'est ce que j'ai noté dans mes notes, en gros, c'est que le mot d'ordre pour ces relations à distance, ces amitiés à distance, c'est l'empathie. L'empathie et comprendre qu'on vit tous la situation de manière différente. Que nos amis qui nous voient partir, ils ont le droit d'être tristes parce qu'on part, ça remet pas en question leur soutien. Ils peuvent très bien nous soutenir et aussi exprimer le fait qu'on va leur manquer, qu'ils sont tristes de nous voir partir, mais qu'ils sont fiers de nous et qu'ils nous soutiennent à fond dans notre projet. C'est pas l'un n'invalide pas l'autre en fait.
c'est que chacun gère de manière différente, chacun a une histoire différente, chacun a une relation différente, comme je le disais plus tôt, avec l'abandon, chacun a une relation différente aussi à voir quelqu'un réaliser ses rêves, alors que peut-être l'autre personne n'arrive pas à franchir le pas pour réaliser ses propres rêves. Et ça, je l'ai vu beaucoup de fois autour de moi. C'est aussi de cette projection en fait de ses propres limitations en se disant moi je suis pas capable de le faire donc je ne pense pas que l'autre personne sera capable de le faire et je pense pas que cette personne devrait le faire du coup. Et c'est vrai que ça peut vite être toxique, on est d'accord, mais chaque personne est différente et quelque chose qui peut-être pour moi, ça me semblait assez facile de partir. En tout cas, la décision était assez facile de me dire que j'allais partir vivre à l'étranger parce que je voulais partir seulement pour 1 an. Donc, j'avais pas l'impression de laisser toute ma vie derrière. Et j'aurais jamais imaginé à ce moment-là être encore là, quasiment 9 ans après. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça dépend de l'entourage qu'on a, ça dépend de la personnalité qu'on a, ça dépend de l'histoire qu'on a. Et donc tout ça, c'est vraiment important à comprendre et à garder en tête de se dire que chaque personne va gérer l'amitié à distance d'une manière différente et qu'il va falloir beaucoup communiquer. Ce que j'avais noté aussi après l'empathie aussi, c'est que il va falloir être compréhensif parce qu'en fait, il y a des gens qui vont être aussi très maladroits dans ce qu'ils vont dire. Parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont tristes et parce que tout le monde n'a pas de facilité à s'exprimer, tout le monde n'a pas les meilleures qualités de communication au monde et des fois en fait c'est très maladroit, mais en communiquant et en démêlant un petit peu tout ça, on s'aperçoit qu'en fait le sentiment est bon, c'est juste la manière de délivrer le message qui est maladroite. Mais ce que je peux recommander aussi, c'est de se laisser du temps. Se laisser du temps parce que c'est énormément de changements de déménager à l'étranger. C'est énormément de choses en fait. Vous avez tellement de choses qui vous passent par la tête, tellement de sentiments, tellement de situations nouvelles que vous devez affronter qu'il faut avoir le temps de digérer tout ça. Donc il faut aussi se donner le temps et ne pas s'attendre à être au top du jour au lendemain et à savoir comment vivre cette nouvelle vie du jour au lendemain. Alors j'ai fait une petite liste des choses à ne surtout pas faire parce que je me suis dit que ça pouvait vous aider. Ne laissez pas vos amis à distance apprendre vos moments forts sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, prenez le temps d'envoyer un message, prenez le temps de faire un vocal, prenez le temps de leur proposer de les appeler, mais ne les laissez pas découvrir quelque chose d'important dans votre vie en même temps que la majorité. Parce qu'on a tous envie de se sentir spécial, on a tous envie d'avoir cette relation unique avec nos amis et on n'a pas envie d'apprendre ça sur les réseaux en même temps que tout le monde. Moi, je fais très attention à ça, c'est que quand il y a quelque chose d'important dans ma vie, j'envoie un message aux personnes qui comptent pour moi et déjà en général, mais en particulier aux gens qui sont loin et avec qui j'ai peut-être pas une conversation tous les jours et du coup qui sont pas toujours à jour sur ce qui va se passer, en étant sûr qu'ils sont au courant de ce gros changement parce que j'ai pas envie que ils se sentent fondus dans la masse et qu'ils aient l'impression d'avoir perdu notre relation, le côté unique de notre relation, le côté important de notre relation. Donc ça, c'est un truc où je fais très attention. Et je fais aussi attention, par exemple, pour les anniversaires, à bien envoyer un message sur leur numéro. C'est vraiment rare que j'envoie des messages sur Instagram parce que pour moi, Instagram, c'est pour communiquer avec vous. Mes amis, mes proches qui ont mon numéro, je préfère qu'on parle sur WhatsApp ou par e-message. J'essaie de séparer l'utilisation des réseaux sociaux et de mon numéro, mais après je sais que c'est pas le cas pour tout le monde parce que suivant ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être plus de disponibilité pour répondre, mais c'est vrai que je vous conseille de vraiment faire en sorte que les gens qui comptent autour de vous apprennent les informations directement de votre bouche plutôt que de la part de vos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a poussée à ne pas partager Monsieur Chaton avant qu'on soit allé en France. Je crois que j'ai partagé une photo de lui la veille de notre départ en France, mais déjà c'était une décision de ma part où je m'étais toujours dit de toute façon que si j'étais dans une relation, je l'afficherais pas sur les réseaux sociaux tout de suite. Je m'étais donné 6 mois pour être complètement honnête, ça a duré 1 an, mais en fait je m'étais dit que j'avais pas envie que ma famille me suit beaucoup sur les réseaux, que ce soit ma mère, mon frère, ma soeur, mes cousines.
J'avais pas du tout envie en fait qu'elles découvrent la personne avec qui j'étais en train de construire ma vie à travers leur téléphone, à travers un écran. J'ai préféré qu'on fasse des FaceTime de temps en temps où ils ont pu discuter. À ce moment-là, son français était comme ci, comme ça, donc c'était un peu plus difficile. Mais en tout cas, quand ils sont allés en France, ils n'avaient pas d'image de lui sur les réseaux sociaux, ils avaient seulement l'image de lui par rapport à ce que j'avais pu leur raconter, aux messages, aux appels qu'on avait pu faire, et je trouve que ça a préservé en fait ce côté rencontre qu'on aurait pu avoir si on avait vécu dans le même pays et si je l'avais rencontré, même admettons, je vivais à Paris et on serait allé en Ardèche un week-end. Donc ça, c'est des choses auxquelles c'est sûr que ça change la façon dont vous auriez pu le vivre si vous aviez été à côté, mais je trouve que c'est tellement important de conserver en fait l'exclusivité et ce qui rend la relation spéciale que c'est quelque chose que je peux vraiment vous conseiller. Je pensais pas passer autant de temps sur ce point-là, mais vraiment, c'est un truc où je trouve ça hyper important de prévenir les gens qui comptent pour vous avant de faire une annonce officielle sur les réseaux sociaux. Voilà, j'aurais pu résumer ça juste en une phrase en fait. Un autre point dans les choses à ne pas faire, c'est de penser que parce que vous partez à l'étranger, votre projet est plus important ou plus cool que ce que les autres personnes qui sont restées dans le lieu où vous habitez avant font. C'est pas parce qu'on est parti à l'étranger en fait et oui, on vit une expérience qui est incroyable, on vit une expérience qui est vraiment que peu de gens qui sont capables de faire en fait. Faut quand même être honnête, c'est pas la majorité qui change de pays et qui part dans un pays où on connaît pas les codes, on connaît pas la langue, tout ça. Mais ça n'empêche que c'est n'est pas une raison en fait pour diminuer les projets de vos amis qui sont peut-être différents et qui sont peut-être des choses vous vous reconnaissez pas, mais c'est des choses qui les animent, qui sont importantes pour eux, et donc vraiment ne pas avoir ce sentiment de supériorité parce que nous on est parti vivre à l'étranger. En fait, c'est un projet comme un autre, c'est un projet qui pour nous est important, oui, mais leurs projets à eux sont tout aussi valides et sont tout aussi importants pour eux. Ce point-là, j'ai réussi à être plus concise. Vous noterez. Et au contraire, dans les listes des choses à faire, j'avais mis en gros communication is key. Donc oui, la communication, c'est marrant parce que je prends mes notes, oui, à moitié en anglais, à moitié en français apparemment. C'est que vraiment communiquer. Communiquer s'il y a un froid, s'il y a quelque chose qui a mal été compris, mais aussi de positif. Communiquer en partageant vos bonnes nouvelles, en partageant vos victoires. Communiquer. Communiquer, communiquer, communiquer. Laissez de l'espace aux autres, évidemment, vous ne voulez pas non plus être à texter toutes les heures, mais partagez, 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 partagez. C'est comme ça, en fait, qu'on se sent aussi proche en étant si loin. Ce que je vous ai dit dans la vidéo il y a 2 semaines aussi, c'est que ce que mes potes m'avaient partagé, c'est qu'ils avaient beaucoup de mal à imaginer la vie que je vivais à Toronto parce que ça restait très abstrait pour eux. Donc ce que je peux vous recommander aussi, c'est d'envoyer des photos. D'envoyer des photos de la rue, filmer un bout de ce que vous voyez, en leur expliquant ce que c'est, pour qu'ils aient un peu l'impression d'être avec vous et de pouvoir visiter. C'est vrai qu'on a maintenant la chance quand même d'avoir facilement accès à la photo, à la vidéo avec nos téléphones, mais utilisez les outils qu'on a aujourd'hui parce que ça change la communication, c'est tellement plus facile. Quand je suis arrivée ici, je crois que j'avais 3 gigas ou un truc comme ça d'internet, donc c'était pas aussi spontané parce que maintenant je suis dans la rue, je vais envoyer une photo, une vidéo, n'importe. Et c'est vrai que j'envoie même des photos. Là par exemple ce matin j'étais au sport, je me suis filmée pour montrer à ma soeur l'exercice que je faisais et je lui ai envoyé tout de suite et on réagit, on partage aussi beaucoup de choses comme ça. Elle va me partager dans le groupe, elle m'a envoyé une photo de ce qu'elle est en train de cuisiner. Moi aussi, je vais partager aussi si Monsieur Chaton par exemple lui fait une blague ou quoi. Ou ce matin il a pas compris ce que je faisais en français, donc j'ai envoyé à ma soeur, je dis oh il a trop drôle et tout. Et c'est vraiment des choses, ça n'a pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir une nouvelle de malade à partager. Vous pouvez partager des petites choses du quotidien que vous auriez partagées si vous étiez à côté. Et en fait, c'est ça aussi qui accentue ce sentiment de proximité. C'est de partager des petites choses du quotidien qui ont l'air de ne pas avoir beaucoup de valeur et pourtant qui nous rapprochent parce que c'est des choses qu'on vit tous. Quelque chose qui aide aussi et que je trouve intéressant, c'est de partager les différences culturelles. Donc vous leur expliquez par exemple dans le groupe chat de votre groupe avec vos potes, ou même en individuel, en expliquant ça ils le font comme ça ici, ou ça c'est normal, ou ça ils sont surpris, ils connaissent pas.
et ça leur permet encore une fois de s'intégrer un petit peu plus à votre nouvelle vie et de découvrir avec vous un peu comme si c'était à vos côtés. Et ça, en plus, ça développe des conversations où ils vont poser d'autres questions et sans être là physiquement, ils vont pouvoir en apprendre plus sur votre nouvelle vie, sur votre nouvelle culture, sur la culture de votre pays et c'est des choses qu'ils vont pouvoir réutiliser aussi en disant « Ah bah j'ai parlé à Astrid, elle m'a dit bah, tu savais que là-bas c'est comme ça et tout ». Et donc ça vous permet aussi de faire partie de leur quotidien. Une autre chose aussi à faire, et alors je sais que c'est pas à nous de gérer les problèmes d'abandon de chaque personne, mais de rappeler à vos amis qui comptent que c'est pas eux que vous abandonnez, c'est votre rêve que vous suivez et que ça ne remet pas du tout en question le fait que vous les aimez, que vous aimez être autour d'eux, que vous aimez passer du temps avec eux. Mais ça fait pas de mal en fait parce qu'on aime tous se sentir aimés, on aime tous se sentir appréciés par les gens qu'on a autour de nous et ça fait jamais de mal en fait de le répéter. J'ai pas grandi dans une famille où on parlait beaucoup de sentiments, où on partageait beaucoup ce genre de choses et c'est vrai que en grandissant c'est des choses où je me suis dit je veux que les gens autour de moi sachent qu'ils comptent pour moi, je veux pas être à me cacher de mes sentiments, je veux dire aux gens autour de moi bah, quand ils font quelque chose de bien et que j'apprécie ou quand je suis fière d'eux parce que je pense que moi ça me fait plaisir de le recevoir donc j'imagine que eux aussi ça leur fait plaisir et moi ça me fait vraiment 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 plaisir de pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Et bien sûr, pour terminer cette partie-là, parce qu'après on va parler d'idées pour garder le contact, c'est bien sûr de leur proposer de venir vous rendre visite. Alors je sais que suivant les pays, suivant les budgets, suivant les situations, c'est pas possible, mais c'est quelque chose que vous pouvez planifier sur plusieurs années et c'est dire bah tiens, viens on essaye de mettre tant de côté tous les mois pour essayer de se faire un voyage ensemble et ça peut soit être de venir vous voir, soit de se dire bah tiens on se retrouve par exemple à New York que tu as toujours voulu faire, on met tant de côté pendant 1 an, 2 ans ou je ne sais quoi et on se fait ce voyage ensemble. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous soude en disant bah, regarde j'ai vu qu'on pourrait tester ce restaurant-là et de construire votre projet en commençant à faire un mood board, en rajoutant tout ce que vous avez envie de faire ensemble. Je pense que ça c'est aussi c'est quelque chose d'assez sympa. Maintenant, je voulais vous partager quelques idées pour rester en contact quand on habite loin l'un de l'autre. Alors, vous pouvez proposer par exemple d'avoir un rendez-vous hebdomadaire. Vous vous retrouvez chacun de votre côté, vous préparez votre petit apéro et vous faites un FaceTime. Vous pouvez parler de ce que vous avez fait cette semaine, vous pouvez parler de ce que vous allez faire ce week-end, vous pouvez parler de vos prochaines vacances, vous pouvez parler du mec ou de la fille avec qui vous êtes allé à un rendez-vous la semaine d'avant, vous pouvez parler de ce que vous voulez, mais de vous dire que vous avez un rendez-vous où c'est comme si vous alliez boire un café ensemble, sauf que ça sera à travers votre écran, donc il n'y a pas la même proximité, mais si vous arrivez à le faire assez régulièrement et que vous êtes du coup toujours au courant de ce qui se passe dans la vie de l'un de l'autre, c'est un peu dur à dire ça, hein, l'un de l'autre, vous arrivez quand même à garder cette proximité, même en étant loin. Pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, de jouer ensemble. C'est quelque chose que je comprenais pas trop. Monsieur Chaton joue beaucoup aux jeux vidéo. Et c'est vrai que moi qui joue pas du tout, je comprenais pas comment il passait autant de temps. Et surtout pourquoi il était toujours son casque et il parlait avec ses copains. Et donc je lui ai demandé, je lui ai dit mais vous pouvez pas plutôt jouer ensemble? Alors ne me sautez pas dessus, mais moi dans mes souvenirs, je voyais mon frère jouer avec ses copains venaient à la maison, lui il allait là-bas. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit mais pourquoi en fait vous jouez pas ensemble? Et il m'a dit, mais mes copains, ils sont pas tous à Toronto, et de tous jouer ensemble, ça nous permet en fait de se retrouver, de discuter, de passer un moment ensemble, et c'est ma manière de connecter avec mes copains. Et je me suis dit, ah. Donc déjà, on va noter que même en étant dans le même pays, en fait, avec des rythmes de vie différents, ils ont aussi besoin de ces rendez-vous-là pour se retrouver, parce qu'ils sont pas physiquement prêts. Donc ça veut pas dire qu'en fait, on a besoin d'être dans un pays différent pour faire face à ces défis-là. Mais surtout, je me suis dit en fait que c'était vraiment cool en fait de trouver ce moyen-là et que c'était une bonne recommandation si vous aimez jouer aux jeux vidéo. Vous pouvez jouer du coup en étant loin mais en partageant la même passion pour le même jeu, en étant dans la même équipe et donc créer ce rendez-vous où c'est votre moment à vous, vous jouez ensemble et vous partagez une passion, même en étant loin l'un de l'autre. S'envoyer des messages vocaux aussi. Pour moi, ça marche beaucoup parce que je mets mes écouteurs et quand je vais balader, je les écoute. Quand j'allais au boulot avant, je les écoutais. Quand je revenais, et en plus avec le décalage horaire, ça fait qu'on se réveille toujours avec des messages. Si l'autre personne nous a répondu pendant la soirée, par exemple, pour nous,
on répond pendant la soirée ici. Le matin, nos amis en France se retrouvent avec des messages à écouter le matin et ils peuvent se préparer en nous écoutant. Et nous, quand on se réveille de nouveau, on a des messages aussi. Et je trouvais que voilà, moi, ça me fait plaisir. J'aime bien et je suis excitée en fait d'avoir la réponse à quelque chose que j'ai partagé. Par exemple, si j'ai partagé un truc qui s'est passé, j'explique et je suis contente d'avoir le retour le lendemain matin quand je me réveille. Voilà. Les messages vocaux, je trouve que ça, pareil, que ça garde la proximité parce qu'on entend vraiment la voix, on entend l'intonation et il y a moins comment dire, cette possibilité d'interpréter puisqu'on entend la voix, on entend l'intonation et par rapport au message écrit où on peut du coup interpréter un petit peu comme on veut finalement. Un truc hyper important, mettez des rappels dans vos calendriers pour les moments importants de la vie de vos amis. Donc les anniversaires évidemment, j'ai les anniversaires des enfants, de tous mes copains et mes copines aussi, parce que je veux leur montrer que leurs enfants sont importants pour moi aussi, mais j'ai pas l'espace mental de me rappeler de tous les anniversaires. Alors des fois je me rappelle de certains, il y en a quand même où je me rappelle, mais c'est juste que je ne veux pas prendre le risque de me fier seulement à ma mémoire. Donc tout est dans mon calendrier et à une heure qui a du sens. Par exemple, je ne le mets pas à 8h30, sachant que mon réveil est à 8h15, parce que sinon c'est sûr que je vais le zapper. Mais je le mets en général à midi, parce qu'à midi, je sais que je vais être dans une position où je pourrais envoyer un message, et c'est 18h en France par exemple. Donc ça reste cohérent. Et un conseil, c'est d'ailleurs les messages d'anniversaire, écrivez-les la veille en fait, ou même avant, vous les mettez dans vos notes et vous les envoyez le jour même. Et donc déjà ça vous fait un petit peu gagner de temps parce que c'est possible que le jour même vous ayez une journée qui soit hyper chargée. Si le message est déjà pris la veille, ça veut dire que vous pouvez l'envoyer direct, vous êtes tranquille. Et le calendrier, ça ne s'arrête pas forcément qu'aux anniversaires. Si vous savez que vous avez une de vos copines ou un couple d'amis où ils attendent un enfant, vous pouvez aussi mettre certaines dates qui sont importantes pour eux, pour pouvoir leur envoyer un message et leur dire alors comment ça s'est passé, ou même si vous savez qu'il y a quelqu'un qui a un rendez-vous super important pour un projet au boulot ou pour leur entreprise ou n'importe, vous pouvez mettre un rappel et comme ça vous pouvez envoyer un message comment ça s'est passé. Si vous savez qu'ils ont un rendez-vous chez le médecin qui est important ou par exemple parce qu'ils sont stressés ou parce que voilà, ils ont peur, de leur envoyer un petit message le matin en disant ouais, je pense à toi et tout, je t'envoie des ondes positives. C'est des choses qui prennent pas beaucoup de temps en fait, mais qui peuvent en anglais ils disent going a long way, c'est vraiment que ça peut avoir un effet vraiment beaucoup plus intense que ce qu'on peut imaginer et qui peut vraiment faire plaisir à l'autre personne. Faites des surprises aussi. Envoyez des fleurs, envoyez du chocolat, envoyez, je sais pas, une carte cadeau, ou en tout cas quelque chose qui a du sens pour la personne et qui va lui montrer que vous pensez à elle et qu'elle est spéciale et qu'elle est aimée, qu'elle n'est pas seule. Et ça peut être pour célébrer par exemple quelque chose d'hyper important. Mais ça peut aussi être parce que vous savez qu'elle a un coup de mou et que vous lui rappelez qu'elle n'est pas toute seule, que vous êtes là et même si vous êtes loin, vous pensez à elle. Un autre conseil aussi, c'est que lorsque vous savez que vous allez rentrer en France ou dans votre pays d'origine et que vous allez avoir du temps, essayez déjà de les prévenir avant qu'ils le voient sur les réseaux sociaux, comme je disais avant, mais aussi essayez de prévoir un moment où vous allez vraiment être entre vous. Alors ça peut être en petit groupe si vous voulez, mais vraiment un tête-à-tête, c'est aussi agréable de se dire c'est notre moment à nous, on fait quelque chose qu'on aime tous les deux, toutes les deux, et où on va passer vraiment notre moment, on va pouvoir se parler, on va pouvoir profiter du temps et même se rappeler un petit peu la manière dont on vivait avant quand on était les uns à côté des autres. Et c'est vrai que je privilégie beaucoup plus maintenant les rendez-vous en tête-à-tête plutôt qu'en gros groupe parce qu'en fait au final j'ai pas l'échange, je trouve qu'il n'était pas satisfaisant et je ressors pas en me disant waouh, je me suis rechargée auprès de cette personne, je suis trop contente qu'on ait passé un moment ensemble. C'est plus en fait il y avait l'effet de foule et l'effet de masse et je les ai vus mais je les ai pas entendus et j'ai pas passé du temps de qualité avec eux. Mais ça vient aussi avec le temps et avec l'expérience. Parce qu'au début, quand je rentrais en France, j'avais un tableau Excel où c'était genre, j'avais un petit déjeuner avec quelqu'un, un déjeuner, un goûter, un repas du soir. C'était horrible. Je profitais de personne. Et au final, c'était plus des cases à cocher plutôt que des vrais rendez-vous. Donc maintenant, je prévois très peu de choses et je prévois beaucoup plus de choses simples et spontanées en se disant on va faire quelque chose, mais ça peut très bien être discuter sur le canapé toute la soirée, ça me va très bien, j'ai pas besoin d'aller faire un truc de fou ou aller dans le meilleur des restos. Ce que je veux, en fait, je me concentre beaucoup plus sur la qualité de l'échange et du temps qu'on va passer ensemble plutôt que sur l'activité qu'on va faire, si ça a du sens. Après, je dis pas non de faire un truc super cool, j'ai juste que ma priorité c'est de passer du temps de qualité. Et d'ailleurs, maintenant avec le recul et en ayant beaucoup moins de gens que je vois en France, je passe beaucoup plus de temps avec ma famille que je délaissais un petit peu au début.
où là je dis bon on va faire des trucs ensemble et c'est des fois aller faire des courses ensemble, hein. C'est juste où ma soeur qui a des chevaux, je vais aller passer du temps auprès, voir ses chevaux, voir où elle en est, qu'elle me montre, même si je suis au courant parce qu'on se parle tous les jours, mais de voir en fait ce qui se passe et de voilà d'avoir des moments le plus simples possible pour que on puisse se concentrer l'une sur l'autre quoi. C'est tout ce que je veux. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est de regarder des séries en commun. Parce que comme ça, vous pouvez débriefer. Là, j'ai une de mes copines, pareil, on a regardé un truc en commun et on partage en disant mais t'as vu ça, machin et tout. Et je trouve que ça permet d'avoir un sujet ensemble qui va nous... Si c'est une série avec un épisode qui sort toutes les semaines vous allez pouvoir en parler et ça vous fait un fil conducteur et ça permet de garder le lien. Et avant de terminer, des petits conseils aussi pour les amis qui nous voient partir, puisque je sais que c'est difficile, je l'ai compris maintenant. J'ai beaucoup réfléchi à comment en fait je pouvais encourager les gens autour de moi qui partent, tout en leur montrant quand même que j'étais triste de plus les avoir à proximité. Parce que en ayant été dans cette situation, je voulais pas qu'ils ressentent ma culpabilité, mais je veux quand même qu'ils ressentent le fait que oui, ta présence va me manquer et oui, j'apprécie que tu sois autour de moi. Donc maintenant, en fait, ce que je dis, c'est que oui, je suis triste de te voir partir, mais par contre, je suis hyper excitée de voir ce que cette nouvelle aventure va t'apporter. Je trouve que ça fait un équilibre en disant oui, je reconnais que c'est pas évident de te laisser partir, mais par contre, je suis hyper fière de toi parce que tu suis tes rêves. Quelque chose aussi que j'aimerais que les gens suppriment de leur vocabulaire, c'est de nous dire que c'est dommage. C'est dommage que tu n'aies pas eu assez de temps. C'est dommage que tu restes pas plus longtemps. C'est dommage que tu fasses pas ci. C'est dommage que tu fasses pas ça. Et toutes les personnes qui me disent ça, pour moi, à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas avoir fait assez bien. Même si je fais mon maximum, c'est toujours ah bah c'est dommage que tu restes pas plus longtemps, hein. Ah bah c'est dommage que vous soyez pas venu plus tôt, ah bah c'est dommage que... Et je trouve que c'est culpabilisant à souhait. Donc si vous pouviez arrêter de dire ça aux gens, j'apprécierais. Parce que moi vraiment c'est quelque chose qui me vraiment qui me saoule en fait. J'essaie de trouver un autre mot mais c'est ça, hein, qui me saoule parce que j'ai l'impression de jamais en avoir fait assez, alors que quand on vient passer par exemple 2 semaines en France, sachant qu'au Canada on n'a que 2 semaines, enfin le minimum c'est 2 semaines de vacances, c'est déjà énorme. Voilà, en fait je trouve juste que c'est hyper culpabilisant, donc s'il vous plaît faites attention aux mots que vous employez pour pas en rajouter une couche, parce que c'est déjà pas facile en fait de pouvoir, on sait qu'on aimerait rester plus longtemps, on sait qu'on aimerait faire plus de choses, mais en fait il y a d'autres paramètres où on peut pas être partout, on n'a pas des budgets limités aussi. Ça c'est aussi à prendre en compte en fait quand on rentre parce que les billets sont de plus en plus chers pour rentrer et donc ça réduit le budget de vacances qu'on a sur place. Et aussi d'ailleurs, j'avais pas noté mais faites l'effort de vous déplacer en fait. Pensez que la personne qui revient dans son pays d'origine, elle a beaucoup de choses à faire, elle a beaucoup de choses à gérer, mais aussi elle vient de se taper, dans notre cas 7000 km et 6 heures de décalage, 8 heures d'avion et que vous pouvez faire 1 heure de route pour venir la voir quoi. Voilà. Il faut que ça aille dans les deux sens aussi. Dans les mots de la fin, le premier point, c'est que c'est totalement ok de changer, d'évoluer et de plus se reconnaître dans les relations qu'on avait avant. Et à un moment donné, on n'est pas obligé de se forcer à faire fonctionner toutes les relations. Il y a des relations qui vont naturellement s'éteindre. C'est comme les relations amoureuses en fait. Il y a des personnes qui sont supposées faire partie de quelques moments de votre vie, quelques saisons de votre vie, et à un moment donné, parce qu'on change, parce qu'on s'ouvre à d'autres perspectives, et parce qu'on se rend compte que ce qu'on avait avant nous correspondait moins que ce qu'on a trouvé maintenant, c'est possible en fait que la relation s'essouffle et ça remet pas en question l'amour que vous avez les uns pour les autres, ça remet pas en question les souvenirs que vous avez ensemble, ça remet pas en question ce que vous vous êtes apporté mutuellement et ça efface rien de tout ça, mais ça fait que peut-être vous allez évoluer dans des directions différentes. Ça veut pas dire aussi que c'est pour toujours, c'est possible que vous vous retrouviez plus tard quand vous serez dans d'autres saisons de votre vie, mais il faut pas non plus se culpabiliser et se mettre la pression à se dire qu'il faut qu'on fasse fonctionner toutes les relations autour de nous et qu'on garde toutes les relations qu'on a toujours eues autour de nous. L'autre jour on en a parlé entre copines où certaines, et c'était marrant la perspective parce que certaines disaient c'est important d'avoir des gens qu'on a toujours eu dans notre vie parce qu'ils nous rappellent qui on était. Et qu'ils ont cet historique par rapport à nous, et il y avait d'autres personnes dans la salle qui disaient que au contraire
de se détacher des personnes qui nous ont connus avant et qui sont plus forcément alignées avec la personne qu'on est aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir nous développer totalement et être complètement nous-mêmes sans avoir le regard des gens qui nous connaissaient avant et qui s'attendent à ce qu'on soit exactement la même personne qu'on a été avant, qu'on a toujours été, qu'ils ont toujours connu, parce que c'est comme ça qu'ils nous ont aimés et qu'ils n'ont pas forcément envie de nous voir changer. Donc on a tous des façons de voir la relation aux vieilles amitiés, j'ai envie de dire, différemment, aux amitiés des gens qu'on a eu avant dans notre vie et qui correspondent pas forcément à la vie qu'on a aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs, c'est souvent qu'on le voit dans les séries ou même dans New Girl, pour ceux qui regardent, quand Sissy et Jess se demandent l'une et l'autre, est-ce qu'on serait amis si on se rencontrait aujourd'hui? Elles disent, bon bah c'est pas la question puisqu'on est amis aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose et je pense qu'on s'est tous posé ces questions-là à se dire, est-ce qu'on serait vraiment amis si on se rencontrait aujourd'hui? Et des fois en fait la relation elle s'est juste éloignée, éteinte et il n'y a rien de mal, il n'y a pas besoin d'avoir d'embrouille, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de mal en fait pour se rendre compte que la relation ne fonctionne plus et que on se force les deux côtés à essayer d'entretenir une flamme qui d'elle-même ne tient pas en fait. Ce que je vous dis ici aussi, ça va dans les deux sens. C'est pas parce que vous êtes la personne qui est partie que vous devez faire tous les efforts. Il faut que ce soit réciproque. Et donc ça veut dire que de l'autre côté, il faut aussi que les gens prennent de vos nouvelles. Et alors s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous économiser avec les personnes qui ne prennent pas de vos nouvelles de toute l'année, mais qui veulent vous voir quand vous rentrez en France. C'est peut-être un peu dur dit comme ça, mais j'ai vu au fil des années des gens qui sauter sur l'occasion dès que je rentrais pour me voir, mais par contre qui ne donnait pas signe de vie pendant tout le reste de l'année. Et au début, j'avais pas le recul nécessaire, en tout cas peut-être pas l'assurance, et aussi peut-être ce besoin d'avoir toujours cet attachement et de me dire non, on va faire fonctionner ces relations-là. Je me retrouvais à enchaîner les rendez-vous avec une personne à midi, une personne pour le goûter, une personne le soir, et à répéter sans cesse la même chose. Et je faisais un récap de toute mon année. Et au final, ce qui se passait, c'est que oui, j'avais parlé de tout ce qui s'était passé sur mon année, et eux, ils allaient me raconter ce qui s'était passé sur leur année. Mais au final, on construisait rien de nouveau, on parlait que du passé. Et je trouvais ça épuisant, et de répéter 3 fois dans la même journée ce que j'avais fait sur l'année passée, c'était pas du tout enrichissant pour moi, et j'avais pas l'impression de passer du temps de qualité avec les gens avec qui j'étais. Donc ça c'est quelque chose pour moi, ça a été aussi un élément pour m'aider à choisir en fait comment j'allais attribuer mon temps entre les gens qui prennent pas du tout de mes nouvelles toute l'année et les gens avec qui on discute régulièrement. Ça veut pas dire qu'il faut s'écrire tous les jours, mais entre s'écrire tous les jours et ne pas avoir de nouvelles de l'année, il y a un gap. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop dur ce que je dis, mais c'est vraiment vous dire que voilà, il faut aussi vous préserver quand vous rentrez et profiter, et parce que toutes les personnes qui vivent à l'étranger vous diront que quand elles rentrent dans leur pays d'origine, elles sont épuisées, lessivées, parce que c'est hyper fatigant. On est surstimulé par rapport à ce qu'on fait d'habitude, on est beaucoup plus entouré, il y a beaucoup plus d'activités autour de nous. C'est vrai que moi, quand je rentre en France, que je suis avec toute ma famille, j'ai pas l'habitude, parce que nous, on est quasiment... Enfin, la majorité du temps, on est tous les deux, et quand on est avec des amis, ça va durer peut-être 2 heures, 3 heures, on va passer la journée maximum, mais c'est pas tous les jours comme ça. Donc c'est vrai que d'être surstimulé comme ça, c'est épuisant, et ça demande un petit temps d'adaptation. Donc voilà, il faut préserver votre temps, et votre temps il n'est pas illimité quand vous êtes en vacances, en France donc, ou ailleurs, dans votre pays d'origine, donc préservez-vous et soyez un petit peu aussi exigeant avec la manière dont vous distribuez votre temps. Et pour terminer cette vidéo, je vous dirais que tout ce que je vous ai dit, c'est pas figé. C'est des choses qui vont évoluer, c'est des choses qui vont changer avec le temps, mais aussi avec la relation que vous allez avoir avec les autres, la relation que vous allez avoir avec vous-même. Par exemple, comme je vous disais, moi au début, je voulais satisfaire tout le monde et réussir à voir tout le monde. Je surchargeais mon emploi du temps et au final, je passais pas de temps avec ma famille, mais je passais du temps avec plein de personnes qui en plus des fois ne respectaient pas forcément mon temps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'essayais plus de satisfaire ce besoin, en tout cas, enfin, comment dire, j'avais plus l'impression en fait de cocher des cases et de vouloir montrer à tout le monde que j'avais toujours des amis en France et que j'étais capable de maintenir toutes mes relations et que j'étais cool, qu'il y avait des gens qui avaient envie de me voir et tout ça. Et en fait, je me suis épuisée et surtout je me suis rendu compte que j'allouais mon temps de manière plus à ce que les gens allaient penser de moi plutôt que ce que moi j'allais penser du moment, ce que moi j'allais ressentir et le sentiment de satisfaction, de joie que j'allais pouvoir ressentir en passant du temps avec certaines personnes. Donc c'est hyper important de se préserver, mais surtout ça change tout le temps, ça évolue, vous allez changer avec l'expérience, vous allez changer avec le temps et peut-être même en ayant écouté cette vidéo, vous allez vous dire en fait il y a des choses que je pourrais faire un petit peu différemment pour me préserver, mais voilà. Mais j'espère que ça vous aura apporté quelques pistes et que ça vous aura peut-être aussi déculpabilisé en vous
vous disant que on ne peut pas être à 100% tout le temps avec tout le monde et que c'est complètement ok que les relations évoluent après des si gros changements dans sa vie. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir de vous compter parmi nous. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.